Bien, bonjour à toutes et à tous pour ce troisième épisode de la saison 3 de notre webinaire Alliance Bâtiment Circulaire. Donc aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir donc la société Wiscat, je présenterai tout à l'heure. Et donc on va aborder justement les synergies qui peuvent exister entre le monde du BIM et le monde de l'économie circulaire. Donc pour ça, je vais commencer par partager une petite présentation. Donc j'aurai le plaisir tout à l'heure de présenter Cyril et Jean, donc, qui font partie de la société Wiscat, qui est spécialisée dans les outils BIM. Cyril qui est président et Jean qui est product owner en fait, de l'outil vedette de Wiscat. Deux mots d'introduction, surtout pour ceux qui ne sont pas forcément familiers de l'économie circulaire et du pourquoi l'économie circulaire. On travaille tous ensemble avec Wiscat, nous-mêmes, vous tous, je l'espère, en fait, à créer un monde qui soit différent du monde qu'on connaît aujourd'hui, donc meilleur. Aujourd'hui, on est très orienté, ce qu'on appelle l'économie linéaire, donc on extrait, on fabrique, on utilise, on jette, donc on est dans un monde de déchets. Donc ce qu'on appelle le cradle to grave en anglais, donc du berceau au tombeau. On veut passer dans une version qui imite la nature, biomimétique en fait, tout fonctionne en cycle, cradle to cradle, du berceau au berceau, qu'on appelle aussi depuis 2013 l'économie circulaire, qui consiste à dire que, ok, on extrait, on fabrique, on utilise, on peut peut-être réemployer, réutiliser, réparer, mais en fin d'usage ou de réemploi, on upcycle la matière, c'est-à-dire qu'elle réintègre des processus de production de manière à préserver les ressources donc pour les générations futures. Et sachant que cette dimension de l'économie circulaire intègre également la partie santé. Donc on va aussi se préoccuper de la qualité sur la santé en termes de non-pollution des constituants des produits qu'on va faire intégrer dans ces cycles-là pour ne pas polluer. Pourquoi on fait ça? Parce qu'aujourd'hui, à travers la crise qu'on traverse tous, on parle beaucoup de pénurie, on parlait de pénurie des masques, pénurie du plexiglas même. Aujourd'hui, sachez qu'on est en train, en fait, on a largement en fait, entamé le potentiel en termes de ressources de l'humanité. On entend beaucoup parler des énergies durables, des énergies renouvelables qui sont censées se substituer aux énergies qui utilisent des matières fossiles, donc non durables, parce il ne nous resterait que 50, 80, 100 années de réserve. Mais sachez par exemple que vous avez ici l'indium, ici, là, qui est un métal, qui est nécessaire à la fabrication des écrans LCD et des panneaux photovoltaïques, on a moins de 20 ans de réserve. Donc le paradoxe, en fait, c'est qu'on essaie de remplacer des énergies donc dites non durables par des énergies renouvelables qui s'appuient sur des matériaux qui sont moins durables que les matières fossiles elles-mêmes. Donc ça nous incite vraiment à nous focaliser sur la conservation et la préservation et la récupération des ressources, d'où l'intérêt de l'économie circulaire. Et d'autres ont compris, aujourd'hui, vous avez des gros acteurs, y compris dans le domaine financier, comme le plus gros fonds qui existe au monde, en fait, qui est le fonds souverain norvégien, qui représente à peu près 1,2% de la capitalisation au niveau mondial, qui commence à bannir de leur portefeuille en fait, des géants miniers, pas uniquement dans le charbon, mais également dans le métal, ou alors ceux qui sont dans le métal et qui en plus en fait, constituent à nuire à l'environnement. Donc c'est la dimension vertueuse de l'écologie s'est déplacée sur le terrain économique et ce de plus en plus. Donc maintenant, si on regarde le bâtiment, il faut savoir, rien qu'en France par exemple, on a 1 milliard de mètres carrés à peu près, et tous les ans, on a 50 millions de mètres carrés qui sont renouvelés ou qui sont créés tous les ans. Et le bâtiment, c'est un métabolisme lent. On a à peu près 75% des constituants qui sont renouvelés, pour certains plusieurs fois pendant la vie du bâtiment. Donc ça veut dire que si on ne prend pas soin de les gérer, eh bien, on fait du gaspillage, qui va en plus nous coûter de l'argent. Donc on est conscient du gaspillage alimentaire, mais on va le voir, le gaspillage dans le domaine du bâtiment est beaucoup plus important. Aujourd'hui, on est dans un mode linéaire quand on construit, c'est-à-dire qu'on va prendre des ressources, on va les agréger dans un bâtiment, et en fin d'usage, pendant la vie du bâtiment d'ailleurs, pas uniquement à la fin de vie du bâtiment, pendant la vie du bâtiment, il y a des ressources qui vont sortir, il y a des déchets qui vont être produits. Donc aujourd'hui, les bâtiments, c'est un producteur massif de déchets, ça représente à peu près 70% des déchets au niveau français. Et puis on va payer quelqu'un, donc le propriétaire des ressources va payer quelqu'un, un gestionnaire de déchets, pour se débarrasser en fait de ces déchets. Donc on est encore dans une approche très
sanitaire en fait, donc complètement old-fashioned, donc c'est complètement démodé. Alors même que le bâtiment consomme, vous voyez sur l'écran, 35% des matières premières, donc, et que ça produit près de 30% du CO2. Et encore, quand on dit, on parle d'émissions directes, c'est-à-dire celles qui sont liées à la consommation pour se chauffer, par exemple, mais pas du carbone qui a été nécessaire pour fabriquer les produits qui constituent le bâtiment. Donc la réglementation évolue, bien sûr, mais surtout les prises de conscience aujourd'hui se développent. Et aujourd'hui, on a compris, et de plus en plus de gens ont compris qu'il faut passer à un mode de construction circulaire. Donc ce que nous on appelle un bâtiment circulaire, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va gérer les ressources qui ont été déposées, utilisées dans le bâtiment. Et puis en fin d'usage, ces ressources, au lieu de demander à quelqu'un de nous en débarrasser, parce qu'elles ont une valeur économique résiduelle, on va demander à ce qu'on appelle un ressource manager, qui peut très bien travailler pour le propriétaire du bâtiment, de broquer ces ressources, de trouver des sources de réemploi, des sources d'upcyclage. Et non seulement ça va éviter les déchets, ça va régénérer les ressources, mais en plus ça peut être une source d'économie, voire de revenus pour le propriétaire. On commence à avoir des premiers chiffres aujourd'hui. Aujourd'hui, on peut régénérer jusqu'à 82% des produits du bâtiment. C'est les chiffres les plus élevés qu'on ait pour l'instant en condition du bien qu'on conçoit le bâtiment. Et on peut récupérer jusqu'à 15% du coût d'acquisition de matière initiale sur la vie d'un bâtiment. En plus, on fait des choix de matériaux conscients, on peut améliorer la qualité de l'air, donc on peut avoir une attractivité qui est de plus en plus nécessaire, surtout aujourd'hui dans le domaine du tertiaire, où il faut vraiment mieux se différencier compte tenu de la crise qui rebat un petit peu les cartes. Donc il y a pas mal de gens qui sont déjà là-dedans. Vous avez les hôtels Accor, vous avez des sièges sociaux comme ceux de Vinci ou la Sogeprop, vous avez des parcs d'activités, des gros parcs de 80 000 m2 faits par la compagnie de Strasbourg. Vous avez la Postimo avec son centre commercial, son ancienne poste qui va transformer en centre commercial donc, à Rennes, Deloitte avec son université qui est construite par Nexity, etc. Et avec des gens comme ICAD, Engie, qui sont en train eux aussi de passer dans ce mode constructif-là. On va très rapidement en fait démultiplier ces mètres carrés pour le bien de tous. Alors comment on fait eh bien, c'est l'objet justement de la présentation qu'on a aujourd'hui et du partenariat qu'on va présenter avec WISCAD. Jusqu'à présent, en fait, au sein de Psyclia, on parlait de bâtiment circulaire. Et un bâtiment circulaire, c'est quoi? C'est un bâtiment qui est construit selon le principe banque de matériaux. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un bâtiment qui est construit pour être le plus démontable possible, parce que plus il est facile à être démonté, plus les coûts de dépôt seront faibles, et donc on aura un modèle économique pour faire tourner les ressources. Mais il faut également caractériser les constituants du bâtiment. Aujourd'hui, paradoxalement, vous connaissez peut-être une application comme Yuka qui permet de savoir ce qu'il y a dans les produits alimentaires que l'on consomme pour quelques euros. Là, on dépense des dizaines et des millions d'euros pour les produits qui vont constituer un bâtiment et on n'a aucune information sur eux. Alors, il commence à y avoir quelques certifications, mais on n'a aucun élément qui permet de vraiment les caractériser. Et c'est pour ça que cette notion de passeport circulaire a été introduite. Donc, quand on caractérise un bâtiment à travers ses produits via leur passeport circulaire et que le bâtiment est le plus démontable possible, c'est ça le bâtiment banque de matériaux. Et si on rajoute la dimension du BIM, dont on parlera évidemment davantage sur cette session, on rentre vraiment dans le smart building circulaire. Alors évidemment, ça demande de s'appuyer sur des produits qui ont des qualités, hein, c'est-à-dire qu'on peut gérer de manière excellente les choses, mais si à la base, les blocs de base, les produits ne sont pas sains et prévus pour être circulaires, ben, on retirera peu de valeur économique et peu de valeur circulaire. Donc, on s'appuie beaucoup quand on construit ces smart buildings circulaires sur des produits qui sont certifiés Cradle ou équivalents. Équivalent pour ça, on utilise donc un portail que Psyclia a développé, qui est accessible à tous. Et si vous voulez vous connecter pour avoir une liste de milliers de passeports de produits sains et circulaires, vous pouvez le faire gratuitement. Vous vous connectez sur psyclia.cloud, vous créez un mot de passe, un login mot de passe, et ça vous permet d'accéder donc à des milliers de produits qui sont voilà, quand vous cliquez en fait sur ces produits-là, vous aurez le détail de leur composition, leur non-toxicité, la part de recyclé, de biosourcés, les prochaines vies, l'empreinte carbone, s'ils sont certifiés ou pas, l'énergie qui est servi à les fabriquer, l'impact sur l'eau, l'impact sur le social. Et nous, en fait, quand ces fabricants, en plus, nous donnent des informations pour prouver leur dire, on leur décerne des petits pictos, donc colorés si ces dires sont prouvés par des tiers, ou
noir et blanc si c'est autodéclaratif. Et puis s'il n'y a pas de preuve ou s'ils sont en deçà de seuils minimaux, à ce moment-là, ils n'ont pas de petit picto. Donc ça permet vraiment, notamment pour les services achats et puis pour toute personne qui est intéressée par le bureau d'études, de faire un choix conscient de produits. Encore une fois, donc les fabricants ont des comptes gratuits pour créer pour enseigner ces passeports-là. C'est eux qui les créent, c'est eux qui les gèrent, donc en plus ça évolue dans le temps. Et puis, si vous souhaitez, vous, accéder à cette liste-là, psyclap.cloud, créez-vous un compte, c'est gratuit. Alors maintenant, je vais faire la transition avec la dimension BIM. Et cette dimension, elle repose notamment, mais pas que, mais pour cette session d'aujourd'hui, beaucoup, sur l'identifiant unique qui caractérise un passeport circulaire. Parce qu'on va pouvoir faire un lien, du coup, entre le monde économie circulaire avec ses passeports circulaires et le monde du BIM et ses autres du BIM. Ben pour ça, je vais donner la main à Cyril, qui va justement nous apporter sa vision du BIM, et puis petit à petit, en fait, on va ensemble voir les passerelles entre un monde et l'autre. Donc Cyril, si tu veux prendre la main, c'est à toi. Ça marche. Merci Eric. Merci à Upcycla aussi de nous inviter sur ce webinaire qui est pour nous très intéressant, ce partenariat qui est vraiment super prometteur, super sympa. On a vraiment une même vision ensemble. On s'est connus au mois de juin lors d'un événement de French PropTech, donc entre startups françaises. Donc ça, c'est aussi un point assez positif pour créer un écosystème. Notre vision, c'est d'avoir une vision écosystème et partenariat avec toutes les startups françaises qu'il peut y avoir, et c'est un point intéressant. On a commencé par s'engueuler d'ailleurs au mois de juin, donc c'était la petite anecdote sympathique, et on finit avec on commence avec ce beau partenariat. Donc on va parler de WISCAD aujourd'hui. Très rapidement, je ne vais pas vous saouler avec des chiffres autour de WISCAD, mais nous, on est une startup française, on a été créé en 2013 et on est spécialisé dans la digitalisation et le smart building, puisqu'on a une vision qu'on porte depuis des années sur la data, la digitalisation. Voilà. Donc le BIM, bien sûr, c'est de la donnée, c'est de la représentation 3D, c'est beaucoup de choses comme ça, et c'est pas forcément, on n'est pas rentré dans la plateforme par de la fonctionnalité. Donc voilà, on a une plateforme digitale dédiée au smart building, et c'est chez WISCAD vraiment une vision très claire chez nous qui est tout ce que nous faisons est guidé par la data. C'est vraiment très important. On a une vision où on veut porter et aider à notre niveau, à notre échelle, le smart building. On veut contribuer à avoir une vision aussi d'un monde meilleur en termes de consommation de matières premières sur les différentes phases qu'on peut avoir sur un projet de construction, que ce soit dès la conception, penser dès la conception à la maintenance. Donc, c'est des choses qu'on porte depuis assez longtemps et qui nous réussissent plutôt pas mal, puisqu'on est aujourd'hui 50 et on a pas mal de projets qui tournent sur la plateforme. Donc, c'est des choses qui sont assez sympathiques. C'est vraiment des choses qui, on voit la plateforme complète. Donc, on est BIM native, on est guidé par la donnée, on est une plateforme SaaS aussi avec une application donc web et en mobilité. Et toute cette approche, je dirais, de construction autour de la donnée nous permet d'avoir aujourd'hui une vision très claire, une analyse très fine pour nos clients de consommation de ressources, que ce soit humaines, en matières premières ou en énergie quand on est en maintenance. Voilà, donc on arrive à s'interconnecter avec des différentes mécaniques dans le bâtiment. Et dès la phase de conception, c'est ça qui est intéressant pour nous, c'est qu'on part dès la phase de conception pour avoir un historique complet et une vision vraiment globale de cet environnement du bâtiment digital ou du smart building, comme on l'appelle. Et c'est des choses qui sont dans notre ADN. On a des gens qui sont très experts dans leur domaine technique, donc que ce soit au niveau du BIM, au niveau de l'intelligence artificielle, au niveau des compétences métiers. Donc, c'est des choses qui sont vraiment très importantes pour nous. Si on décrit assez rapidement la plateforme, on a aussi des choses qui peuvent permettre de rendre la collaboration plus aisée autour d'un projet. Donc, on a bien sûr des modules dédiés pour suivre tout l'ensemble de l'évolution d'une maquette numérique sur le mobile également ou sur le web. On peut associer des informations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a eu une approche
où on a créé des moteurs qui permettent d'avoir une agilité et une souplesse. C'est-à-dire qu'on digitalise, mais pour nous, digitaliser, ce n'est pas mettre du papier dans un téléphone ou mettre du papier dans une tablette. C'est vraiment, il faut revoir le process complet et aider nos clients à revoir leur process complet et penser digital pour avoir cette analyse suffisamment fine que le BIM peut apporter aussi pour optimiser vraiment les coûts, la consommation, le recyclage, le cyclage de matériaux. Donc, bien les aider à comprendre tout ça, parce que c'est vraiment une logique informatique et ce secteur du bâtiment et de la construction, de l'immobilier, n'est pas nativement plugué comme ça. Donc, il faut on essaye de les aider, de les conseiller à ce niveau-là. Et on arrive à faire le lien entre le digital, les métiers de la construction, de l'environnement ou de l'immobilier à travers cette plateforme-là qu'on a vraiment construit autour de moteurs et pas de fonctionnalités. Donc, c'est vraiment une agilité qu'on a aujourd'hui qui nous permet de répondre et de faire collaborer beaucoup d'acteurs avec différents besoins et d'avoir vraiment une continuité de l'information. Dès qu'on saisit une data, en fait, là, on est capable de la suivre jusqu'au bout de la vie du bâtiment, jusqu'à à la déconstruction donc à travers le Psychléa aussi la partie bénéfice de cyclage de chaque matériau. Donc c'est vraiment très important d'avoir ce moteur OpenBIM dans la plateforme WISCAD. Donc on a le petit schéma pour vous expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Donc on a effectivement différentes couches et on n'a pas l'effet spaghetti qu'on peut avoir aujourd'hui sur pas mal de systèmes d'information qui existent autour du smart building. On essaie vraiment de centraliser cette donnée et de faire que la maquette BIM soit vraiment la face émergée de l'iceberg et le data lake de données, le lac de données, soit la face immergée où je vais chercher toutes mes informations. Et je viens rajouter des couches et des surcouches pour pouvoir aller chercher et donner et ouvrir des nouveaux services à nos différents clients. Donc, c'est vrai qu'à travers cette approche-là, on arrive à s'intégrer dans un SI et devenir ce qu'on appelle, nous, le cerveau digital du bâtiment pour pouvoir piloter, aider une personne qui fait de la maintenance ou une personne qui fait de la construction, une personne qui fait de la conception. Voilà, j'ai pris dans le cycle inverse pour bien comprendre que la cible, c'est vraiment de pouvoir mieux maintenir et gérer son bâtiment et son asset et savoir exactement comment je peux aussi, à travers nos différents partenaires, récupérer de la monétisation de matières, de bibliothèques de matériaux, etc. Donc, c'est vraiment notre approche et la qualité de la donnée est très importante. Donc, on essaie d'expliquer à nos clients que plus la donnée est propre, plus la donnée est claire et mieux on sera dans le résultat final pour pouvoir manager, piloter et maintenir le bâtiment. Donc, l'idée de ce partenariat avec Psychléa qui est vraiment super intéressant pour nous, puisque nous, on amène toute l'expertise BIM et Psychléa amène toute l'expertise de Gradle to Gradle, de cyclage de matériaux. Et on a une vraie synergie avec nos équipes. Donc, c'est vraiment l'objectif de créer une offre de smart building circulaire, comme Eric l'a dit tout à l'heure. Et l'objectif de cet écosystème-là, aujourd'hui, on a Psychléa et WISCAD, et potentiellement, c'est de l'élargir aussi avec d'autres startups qui viendraient apporter leurs briques, mais de toujours avoir une communication fluide et une donnée unique pour permettre à nos clients d'analyser tout ça de manière pérenne et sereine. Donc, je vais laisser la main à Jean pour qu'il rentre un petit peu plus dans le produit et voilà, donc j'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai été assez clair pour tous. N'hésitez pas s'il y a des questions à la fin ou après, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Là, je ferai un grand plaisir de répondre à toutes vos questions et à échanger avec vous. À toi, Jean. Bonjour à tous. Effectivement, merci Eric de nous accueillir pour ce webinaire. Concrètement, ce partenariat, comment ça va s'améliorer, comment ça va se concrétiser dans WISCAD. En fait, WISCAD, ça va être un moyen en plus d'accéder à ces informations. Une façon différente de les voir de manière graphique à travers la maquette numérique. On va pouvoir, en sélectionnant les objets, consulter les informations liées justement à cette partie environnementale, avoir son passeport numérique, avoir les informations de chaque matériau
Ça va nous permettre aussi de pouvoir créer les gisements et donc savoir quelle est la quantité de matière exploitable dans mon bâtiment pour la réutiliser quand on va déconstruire une partie du bâtiment ou faire des travaux de réhabilitation. Et donc concrètement, dans WISCAD, je vais pouvoir, en sélectionnant chaque objet, venir l'enrichir de cette propriété de passeport circulaire ou la consulter et voir les propriétés comme on le voit là sur l'exemple. Sélectionner un objet, voir quelles sont ces informations précisément. Et donc c'est une interface plus pratique pour l'utilisateur pour consulter ces informations, voir la signature circulaire de l'objet et du bâtiment en général. Et ça va nous permettre de récupérer ces informations et de les exporter vers MyOpsicléa pour avoir complètement cette synergie entre les deux outils et ce transfert de données d'une plateforme à une autre. Chez WISCAD, nous, on intervient de la conception jusqu'à la construction et même après en exploitation, qui fera l'objet d'autres webinars, il me semble. Concrètement, en conception, on va permettre, avec notre outil de jet, d'échanger les différents documents qui vont servir à concevoir ce projet. Imaginez les premiers plans, le CCTP et les autres documents, se les partager entre les différents acteurs du projet, permettre de diffuser ces documents via des bordereaux, avoir des visas sur chacun de ces documents, suivre les livrables attendus. Heu, le BIM va rentrer très vite dans cette phase de conception puisque le BIM, c'est une manière de travailler, hein, et donc plus on le prend tôt, plus ça a de sens, de travailler en BIM et très vite la maquette numérique va être aussi, va être commencée et donc va être un support, commun à tous les acteurs pour travailler, et cette maquette va être enrichie au fur et à mesure des différentes phases pour s'enrichir et être de plus en plus précise, on le verra tout à l'heure. Nous, le WISCAD va permettre d'être un outil pour synthétiser ces maquettes, les avoir toutes les maquettes des différents acteurs en un seul endroit et pouvoir enrichir ces différentes maquettes au fur et à mesure de l'élaboration du projet, quand elles se précisent, et puis avoir au fur et à mesure de la construction un état réel jusqu'à aller à un tel que construit à la fin de la maquette pour savoir qu'est-ce qui a été construit, avec quels matériaux exactement, et donc avec les bons passeports de la signature MyOpsicléa. Et dans la construction en elle-même, le suivi, WISCAD va être là pour pointer l'avancement, identifier les retards et pouvoir faire des contrôles qualité pour s'assurer que tout ce qui a été réalisé est conforme aux exigences de qualité du client et puis même les exigences internes de chaque entreprise pour être sûr que tous les défauts sont corrigés et que le bâtiment est correct dans sa conception et dans sa réalisation. Merci Jean. Si tu as terminé, ben moi je vais faire le pendant de ton exercice, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe côté économie circulaire. Donc là, on a vu toutes les actions de WISCAD côté BIM. Voyons maintenant en fait toutes les actions permises en fait par MyPsycléa, donc côté économie circulaire. Ça commence par évidemment le cahier des charges économie circulaire qui se passe en phase d'avant-projet sommaire. Pendant la phase de conception, en phase d'avant-projet détaillé, en phase pro, on va donc construire la table des matériaux. C'est ce qui permet vraiment de savoir quel genre de produit on va sélectionner en telle quantité. Et c'est là où les passeports circulaires vont intervenir pour caractériser, d'abord aider dans le choix de ces produits-là, comme on l'a vu tout à l'heure, et ensuite dans cette table des matériaux qui aujourd'hui en fait est disponible sous Excel, de pouvoir en fait donc associer les passeports ID, donc les identifiants de passeport aux produits pour pouvoir savoir la part de produits qui seront circulaires dans mon bâtiment. Ça nous permet très rapidement, en fait, à partir du moment où on a ces gisements de produits caractérisant des passeports, puisqu'on a des passeports, en fait, on a des informations, qu'on va avoir des quantités pressenties, hein, on est encore en phase de conception, de faire des simulations en termes de quelle serait la signature circulaire du bâtiment, en termes de son empreinte carbone, en termes de son degré de non-toxicité, de son degré de circularité avec la démontabilité, la part de recyclé, de sourcé qui le caractérise. Et également la valeur économique résiduelle qui est attachée au produit en question, puisqu'en fait, nous, depuis 13 ans, en fait, qu'on est dans le business en fait, d'économie circulaire, on a de grosses tables qui nous disent en hypothèse haute et basse combien on peut revendre en réemploi, en upcyclage, un produit, un matériau usagé. Donc, selon les choix que l'on va faire,
Et à travers les simulations que permet de visualiser la signature circulaire, on peut en fait orienter nos choix de conception selon qu'on vise plutôt l'empreinte carbone, plutôt la valeur économique ou plutôt le degré de circularité non toxicité. Évidemment, après, derrière, ça se traduit ça parce qu'il faut assurer une continuité de la conception à la construction par les clauses qui vont bien dans les DCE. Et puis, pendant la vie du bâtiment, on va importer ces gisements. Hein. Encore une fois, un gisement, c'est des produits caractérisés par des passeports, une quantité de localisation, un degré de démontabilité, un degré d'usure caractérisé par des passeports. Donc, on va rentrer dans la finaliser, puisque la banque digitale de matériaux est utilisée pendant tout le projet, mais elle est finalisée en fin de projet et elle conduit à la signature circulaire finale que de plus en plus de promoteurs d'ailleurs utilisent comme étant en fait un gage concret hein, sur la réalité des produits utilisés vis-à-vis de leurs investisseurs. Donc ça c'est la partie donc complémentaire, l'autre face de la même pièce de ce qui constitue un smart building circulaire. Donc, évidemment, ce que disait tout à l'heure Jean, et je vais lui rendre la parole, c'est de connecter les deux mondes. Et pour ça, on va utiliser l'identifiant du passeport, encore une fois, qui est l'identifiant unique, qu'on va être capable d'associer à un objet BIM qui se trouve dans la maquette numérique. Effectivement, Eric, c'est justement cette connexion entre nos outils qui va le permettre, depuis WISCAD, de pouvoir aller consulter la banque de passeports, la librairie de passeports qu'on voit ici à l'écran, de myOpsicléa, identifier le matériau correspondant à l'objet de ma maquette, qui a pu changer par rapport à entre ce qui avait été prévu en phase conception et ce qui a été réellement réalisé. Et donc cet enrichissement de la maquette au fur et à mesure du projet lors de sa construction va permettre d'avoir à la fin, sans avoir tout le travail à faire à la fin, de le faire au fil de l'eau et pour avoir à la fin une maquette telle que construite et en plus enrichie avec des informations qui sont réellement utiles, pour la vie du bâtiment et qui ont une vraie plus-value. Donc de copier le Passport ID du bon matériau pour le coller et l'ajouter aux propriétés des différents objets de ma maquette pour avoir une vraie plus-value sur, les informations portées par ces objets. Ces informations vont être, heu, donc stockées au niveau des objets et vont pouvoir être Je vais trop vite peut-être. exportées, cette signature circulaire du bâtiment. Hem, donc cet export, WSCAD est capable d'exporter toutes les propriétés des objets, leur quantité et les passeports ID liés à ces différents objets. Cet export sera transmis, à myOpsicléa pour qu'il soit importé dans la base dans leur outil et calculer ainsi la signature circulaire. Oui, ça c'est un point important et c'est là aussi le fait de gagner par la digitalisation et puis les passerelles entre nos outils, c'est qu'au lieu de gérer un tableau Excel qu'on va importer, qu'on peut déjà importer donc automatiquement dans la XCPA, là on va connecter ça directement à WISCAD et aux objets BIM qui sont gérés par WISCAD, de manière à ce que le moment venu, quand on va faire un import, ben, on n'importe pas un tableau Excel, on importe directement les gisements qui sont gérés dans la maquette BIM. Ça se passe à travers voilà, tout simplement une fonction d'export de WISCAD et puis donc une fonction d'import côté myPsicléa et qui va transformer finalement des informations avec des identifiants de passeport en la signature circulaire du bâtiment, donc du site ou des sous-sites qui sont concernés. Et vous voyez sous les yeux, vous avez des graphiques quantifiés avec des informations de progrès par catégorie qui vous permettent donc de pouvoir mesurer l'empreinte carbone globale. Les catégories, en fait, on peut s'améliorer. Donc, si on a une feuille de route RSE, ça veut dire que lors des prochaines rénovations, on sait sur quoi il faut qu'on travaille si on remplace des produits, on va dire, très émissifs en CO2 par d'autres qui le sont moins. Donc, on a vraiment une mesure qu'on peut générer en appuyant sur un seul bouton. Tout est fait automatiquement. On a par ce bouton-là aussi, on peut générer le degré non toxique. Donc, on va voir les produits qui sont sans aucun élément toxique, les produits qui sont faiblement toxiques et les produits qui sont toxiques. Donc, ça nous permet vraiment là aussi, parce qu'on ne peut pas construire un bâtiment parfait dès le départ, compte tenu des produits existants et des contraintes qu'on peut avoir. Donc, on peut là aussi avoir une progressivité, ça c'est important. On a également le calcul de pourcentage de circularité de notre produit.
de notre bâtiment, avec la démontabilité, la part de recyclé, la part de sourcé, la part de réemployé, là aussi par catégorie pour qu'on puisse s'améliorer. Et comme je le disais, en fait, en hypothèse haute et basse, donc la valeur économique résiduelle agrégée à l'ensemble du bâtiment, soit en disant en fait on a une valeur, une approche très écologique en fait, où on upcycle, où on réemploie 100% du bâtiment, ou alors, et donc du coup, même si ça nous coûte un peu plus cher que le gérant de déchets, ou alors de se limiter, là c'est la courbe que vous voyez en bas à droite en fait, donc la droite qui est mauve, en disant ben non, ça nous coûte plus cher que les gestion de déchets, on ne le fait pas. Alors c'est des équations qui intègrent le surcoût de dépose éventuel, qui intègrent évidemment le coût des matériaux, qui intègrent en hypothèse haute et basse le coût de revente par réemploi ou en upcyclage, et qui intègre aussi les économies liées à la non-mise en décharge, ou en tout cas le fait de ne pas payer un gestionnaire de déchets. Donc l'idée de ce partenariat, de cette collaboration entre WISCAD et MyEpsyclia, c'est d'automatiser le plus possible pour éviter, pour minimiser la charge de travail et faire en sorte de récupérer le maximum de valeur ajoutée pour le propriétaire des ressources, parce qu'au lieu de finir en déchets, elles peuvent non seulement être régénérées, mais également être source d'économie et voire de nouveaux revenus. Donc, nous, la raison pour laquelle on s'est associé avec WISCAD aussi, d'abord, c'est parce qu'on a pas mal analysé le marché. Il y a beaucoup d'outils BIM. Il y a des outils BIM, en fait, toute nature. Voilà. Il faut vraiment s'y connaître et creuser un petit peu pour bien différencier, discriminer entre ce qui est BIM et ce qui l'est moins, entre ce qui est simpliste et ce qui est plus élaboré. Et nous, on avait besoin d'un partenaire en fait qui soit vraiment voilà, le partenaire majeur en fait dans ce domaine-là, et qui est non seulement une offre, comme on l'a vu, qui a été décrite sur la partie conception-construction, mais aussi une offre, et ça sera partie du prochain webinaire dans une semaine, une offre côté exploitation. Parce que vous le verrez, là, vous avez vu qu'une petite partie en fait, du potentiel du partenariat, parce que vous avez vu, on peut importer automatiquement des gisements depuis les objets BIM qui sont dans la maquette BIM. On peut aussi côté mettre à jour dans le moteur BIM qui est accessible depuis MyEpsyclia, on peut mettre à jour donc l'ID du passeport. Donc on peut le faire soit côté WISCAD, soit côté MyEpsyclia pour mettre à jour cette information. En fait, on a en gros des fonctionnalités croisées, si je puis dire, qui peuvent mettre à jour l'objet dans la maquette tel que le passeport ID. On pourra visualiser, on peut visualiser, c'est quelque chose qu'on va sortir en fait d'ici la fin de l'année, on est en train d'y travailler. Donc justement, on pourra aussi visualiser dans MyEpsyclia la maquette BIM, ce qui permettra dans un futur proche du premier trimestre 2021 de pouvoir dire en fait si je dois déposer par exemple un certain produit, eh bien de pouvoir le retrouver, de visualiser, de le localiser grâce à la maquette en fait pour le faire avec un maximum d'efficacité. Et enfin, une dernière chose dans laquelle on rentrera très en détail lors du webinaire de la semaine prochaine, où là, ça sera non pas le BIM et la construction circulaire, mais le BIM et l'exploitation circulaire. Là, on regardera en fait comment on peut synchroniser les gisements. C'est-à-dire là, vous avez vu pour l'instant, on a une relation entre guillemets asynchrone, c'est-à-dire qu'on importe les produits qui sont dans WISCAD, dans MyEpsyclia. Mais l'idée, notre objectif, notre ambition, c'est de synchroniser et de faire en sorte que toute suppression ou tout ajout d'objet BIM ou toute suppression parce que donc un produit serait sorti pour être upcyclé et donc ne serait plus dans la maquette forcément, qu'on ait une synchronisation donc, entre les deux bases de manière à ce éviter toute double saisie et encore une fois augmenter l'efficacité globale du processus de gestion du bâtiment depuis sa conception jusqu'à son exploitation. Donc ça, on en parlera le 26 novembre. Donc, et ça sera, si vous avez trouvé ça déjà intéressant, et on va ouvrir maintenant pour toutes les questions, vous verrez encore plus la valeur ajoutée, parce que la signature circulaire sur le potentiel de valeur ajoutée d'un bâtiment compte tenu de ses produits, la capacité à les upcycler ou les réemployer. Ce qui, soit dit en parlant aujourd'hui, en fait, en passant aujourd'hui, on est en train de voir comment cette valeur économique résiduelle peut améliorer la valeur vénale du bâtiment. On est en train de travailler avec des experts immobiliers, on est en train de travailler avec des gens du groupe Accor, d'autres gens du groupe ICAD et d'autres, en fait, pour voir comment on peut réintégrer ça sur un plan comptable et financier. Et puis, évidemment, l'effet de bord recherché, c'est de faire en sorte que ces ressources ne soient pas perdues et régénérées, et pour les raisons que j'ai expliquées tout en début de la présentation. Voilà, je ne sais pas si Jean ou Cyril, vous voulez rajouter quelque chose avant qu'on ouvre pour les questions-réponses.
Ouais, c'est bon pour nous. Je pense que c'est clair. C'est clair pour nous. Donc, il n'y a pas de. Effectivement, la deuxième partie la semaine prochaine sera aussi très intéressante sur la maintenance et l'exploitation. Donc, n'hésitez pas à vous connecter pour la suite. Très bien. Bah, du coup, si vous avez des questions, bah, je vous invite en fait à prendre la parole. On sera ravis d'y répondre. Alors j'ai une question d'Alain là, qui nous dit pour la seconde vie des matériaux, des aménagements et décors éphémères, il y a un problème lié à la traçabilité des certifications et qualifications des matériaux hors de la pratique du BIM architecture. Alain, est-ce que vous pouvez expliciter, prendre la parole, expliciter davantage votre question, qu'on y réponde au mieux, s'il vous plaît? Oui, je veux bien prendre la parole. Simplement, ça concerne les, comment dire, les structures type reprise des matériaux, réutilisation, donc de co-recyclage ou disons de la réserve des arts, où il y a une problématique pour les artistes et même scénographes et décorateurs de reprendre des éléments qui ne sont pas forcément, qui ont apparemment perdu la traçabilité, la certification non-feu, et qui donc ne peuvent plus être employés. Or, je pense que dans les matériaux non-feu, classés non-feu, la durée de ce classement dure un peu plus longtemps que le temps d'un décor ou le temps d'un stand d'exposition. Et c'est un empêchement d'utiliser des matériaux de seconde vie parce que justement, il y a ce problème que les certificats ne suivent pas, quoi. Ouais. Alors ça, merci pour votre question, Alain. C'est un élément majeur et c'est la raison pour laquelle, en fait, nous, de notre côté, on a créé MyEpsiClear. C'est qu'aujourd'hui, on avait une perte d'information. Tout simplement parce que cette information n'avait pas été saisie, référencée nulle part. Donc, c'est tout l'objet des passeports circulaires déjà de dire de quoi on parle. Donc, par exemple, les qualifications non-feu, entre autres, mais pas que. Et après, surtout, de les stocker. Donc, et c'est tout, en fait, la problématique de la digitalisation et du stockage d'informations côté BIM et donc côté MyEpsiClear. Ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, quand on récupère des matériaux issus de décors usagés ou de bâtiments usagés, en fait, on n'a pas d'informations. C'est pour ça que souvent, ça finit en décharge alors qu'il y a une valeur intéressante ou voire artistique, parce qu'on n'a pas cette information. Donc, nous, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'il y a deux approches. Il y a déjà, c'est de se dire, arrêtons de construire les décors sans qu'ils soient, ou les bâtiments, sans qu'ils soient caractérisés, par exemple à travers MyEpsiClear, de manière à ce qu'on garde l'information et qu'au moment venu, quand on va donc passer d'un théâtre à l'autre, on puisse peut-être faire du réemploi, mais qu'on ait l'information, ou si en fait on veut juste récupérer le matériau, qu'on sache de quel matériau il s'agit pour l'utiliser au mieux ou le régénérer au mieux. Donc, dans toute cette nouvelle éco-conception, il faut qu'elle soit d'ores et déjà en économie circulaire et digitalisée et caractérisée. Donc, c'est ce qu'on dit en fait aussi bien aux acteurs. Nous, on travaille aujourd'hui avec, vous parlez des décors, en fait, Alain, on travaille aujourd'hui avec différents studios hollywoodiens en Californie qui ont le même problème et puissance 100 par rapport au problème où est confronté par exemple la réserve des arts ou vous-même, et c'est ce qu'ils sont en train de faire en fait. Donc là, on travaille avec les studios Marvel, etc. Aujourd'hui, vous avez des maquettes de vaisseaux qui coûtent en fait, ils jettent $500 000 en fait par an en fait dans les bennes. Donc il faut caractériser pour tout ce qui est nouveau. Maintenant, pour ce qui est plus ancien, je dirais, on fait au mieux. Vous savez qu'au niveau de la réglementation française, depuis janvier 2020, maintenant au niveau des bâtiments, il y a cette notion de diagnostic ressources. Donc ça veut dire qu'il consiste en gros à voir, OK, de quoi on dispose sur un bâtiment usagé. Je ne sais pas si ça s'applique au décor, mais il n'y a pas de raison, parce que ça fait partie d'un ensemble. Et du coup, de se dire, OK, comment je peux réemployer ou recycler au mieux. C'est très compliqué parce qu'on n'a pas l'information. Mais nous, en fait, on intervient en fait justement lors de ces déconstructions pour essayer de diagnostics ressources pour caractériser les passeports circulaires et utiliser l'algorithme, notre base, puisqu'on a aussi des chaînes de transformation, mais ça on en parlera lors du webinaire la semaine prochaine, pour proposer des filières de recyclage ou de réemploi. Et on commence à le faire avec le BIM dès la déconstruction. Parce que les gens qui sont en train de déconstruire
vont ensuite utiliser cette maquette-là pour la réhabilitation et l'extension des bâtiments. Et du coup, dès la déconstruction, le BIM commence à être utilisé. Et on travaille en fait de manière jumelée pour pouvoir valoriser. Oui. Il y a une question de Jacques Cohen. Comment calculez-vous l'impact social des matériaux dans les passeports? Alors, il y a deux choses. Nous, on ne fait pas les calculs d'impact. Quand on a des passeports circulaires, ce n'est pas une labellisation de plus, ce n'est pas une certification de plus. Nous, en fait, on rassemble l'information et on la rend plus visible, notamment entre les petits pictogrammes que j'ai montrés tout à l'heure. Mais si, comme on met un petit picto sur l'impact social, on s'appuie en fait sur les preuves qui nous sont apportées par les certifications auxquelles ont répondu éventuellement les fabricants. Par exemple, s'ils ont une certification Cradle to Cradle, donc il y a un certain nombre de critères qui sont demandés et de réponses qui sont apportées. Mais s'ils nous donnent des preuves, nous, en fait, on va faire apparaître le petit picto impact social positif. Et ça peut être cet impact social, ça peut être lié au fait qu'ils ont une politique sociale particulière, qu'ils sont au minimum, en fait, ils obéissent en fait aux règles de l'Organisation internationale du travail, ou qui sont par exemple Bicorp, ou qu'ils ont d'autres certifications. Donc, ce n'est pas nous qui le faisons. Nous, on vérifie que ce qu'ils disent, c'est vrai est correct, et si c'est vrai, on fait apparaître leur picto en couleur si c'est vérifié par un tiers, en noir et blanc si c'est juste autodéclaratif. Merci. Il y a une autre question de Jacques. Donc je lis, c'est par écrit. À moins que Jacques voulait prendre la parole aussi, comme Alain, hein, si vous voulez poser la question. Sinon, sa question, c'est oui, en dehors. Ouais, allez-y, Jacques. Je me demandais en dehors du bâtiment. J'ai Jacques, mais c'est peut-être Jacques. Hein. Non, c'est bien Jack. C'est bien Jacques, d'accord. Oui. Non, je me demandais, c'est ça, en dehors du bâtiment, parce que vous allez développer une expertise dans le bâtiment. Je me demandais si vous allez explorer d'autres secteurs dans l'optimisation, justement, dans l'économie circulaire. Parce que c'est très vaste, je veux dire. Tout à fait. En fait, le bâtiment, c'est une verticale parmi que traite MyPsyclia. Aujourd'hui, on a bien d'autres actions. Par exemple, aujourd'hui, on est en train de finaliser avec Levi's, vous savez, le fabricant de jeans, tout l'écosystème en fait qui permet en Angleterre et aux États-Unis de pouvoir gérer les écosystèmes de récupération et de réparation et de transformation. Parce que parfois, ils transforment des jeans en bob ou en sac, en banane ou améliore. Donc ça, c'est en train d'être fait. On est en train de finaliser justement la mise en place de ça avec Levi's. On travaille aussi avec pas mal de territoires qui, eux, veulent gérer les ressources du territoire. Donc, dans le Gard, en Bretagne, dans la région parisienne. Qui utilisent l'outil pour faire ce qu'on appelle de l'écologie industrielle territoriale, mais maintenant qui sont en train de basculer vers l'économie circulaire. Et ça permet de mettre en regard tous les acteurs concernés pour créer des écosystèmes. Et ça, on en parlera lors du webinaire prochain qui sera plus sur la partie exploitation. Et sur l'agriculture aussi, là, c'est des travaux qu'on a menés par exemple avec Veolia et des lycées et des gens de la Sodexo par exemple, et d'Elior, qui étaient de voir comment on pouvait récupérer les biodéchets et les enrichir pour créer en fait un compost qui soit de haute qualité environnementale. Donc il y a tout un pan, en fait, dès qu'on parle de ressources, évidemment, ce n'est pas que le bâtiment, mais c'est beaucoup le bâtiment, puisque c'est quand même, vous l'avez vu, un gros consommateur de ressources, un gros émetteur de déchets et de CO2. Donc, mais oui, ça couvre en fait aussi bien du biodéchet que du béton. Parfait, merci. Il nous reste une dizaine de minutes, n'hésitez pas, c'est l'occasion. Bon, mais si tout est clair, si vous n'avez pas de questions, tant mieux. Du coup, peut-être on peut faire un petit teasing du webinaire la semaine prochaine, du coup. Pas de questions? C'est bon? Bon, enfin, si vous en avez une pendant le petit teasing, n'hésitez pas.
et après je redonnerai la parole bien sûr à Jean et à Cyril. Juste pour vous dire, la semaine prochaine, vous avez vu là, on a regardé la partie construction. Donc on est finalement dans la partie, quand on parle du bâtiment, on est dans toute la partie éco-conception et implémentation de cette éco-conception. Quand on parle d'économie circulaire, il y a vraiment deux parties. Il y a l'éco-conception et ensuite ce qu'on appelle le resource management. C'est-à-dire que si on fait une éco-conception de grande qualité, qu'on a un bâtiment bien démontable, bien digitalisé, avec des bons produits, mais que derrière tout finit à la benne, en fait on a fait de la surqualité inutile. Donc, mais si par contre on a pensé le resource management, et je vais le définir derrière, là on a de gros gains. Inversement, et ça revient à la question qu'avait Alain juste précédemment, si on n'a pas fait d'éco-conception, si on n'a pas digitalisé nos données, si on n'a pas d'informations, si on n'a pas de bons produits, ben, quand on va vouloir faire le resource management, c'est-à-dire le réemploi, le recyclage ou le recyclage, on est complètement inefficace. Et le nombre, on va pouvoir faire plein d'audits, plein d'études pour plein de clients, en fait, le nombre de fois où quelque chose a de la valeur et un plâtre qui pourrait redevenir un panneau de plâtre qui fait un enfouissement parce que finalement, il faut se dire les choses, le gestionnaire de déchets, il est payé en amont, puis derrière, il essaie de s'en débarrasser à moindre coût. Donc, s'il faut qu'il aille un peu plus loin, ou ça coûte un peu plus cher, ben, il ne va pas le faire. Donc, et puis, il rend des certificats qui sont, la plupart du temps, en fait, quand il les rend, approximatifs, voire faux. On a eu des cas avec Espace Ferroviaire où il y avait un taux de 75% de valorisation de matière. En réalité, 75%, c'était pour le DIB. C'était du DIB qui était enfoui, il y avait un petit peu de biogaz et 75% de ce biogaz était valorisé. Et ça peut devenir 75% de valorisation de matière. Vous voyez? Donc, faire très, très attention que la traçabilité est quelque chose d'extrêmement important. Donc, il faut avoir les deux. Il faut avoir l'éco-conception et derrière, il faut avoir le resource management. Le resource management est possible à partir du moment où on a des informations qui sont caractérisées. Et on se fait aider, j'en parlerai la semaine prochaine. On peut utiliser l'intelligence artificielle à partir du moment où on a des informations caractérisées au niveau des gisements pour dire tiens, j'ai recensé des besoins, ils sont caractérisés. J'ai recensé des transformateurs qui vont créer un écosystème du gisement vers le besoin en passant par une chaîne de transformation. Quand j'ai les informations de ces acteurs-là, qu'on trouve dans les bibliothèques MyEpsiclia, je peux finalement connecter ces acteurs-là pour faire une proposition à celui qui a le besoin. Donc, on inverse, vous voyez, le modèle. On passe d'un modèle linéaire, on a des tas de déchets dont on ne sait rien et on paye quelqu'un pour s'en débarrasser à moindre coût. Donc, on perd les ressources et ça nous coûte de l'argent. À un modèle où on part du besoin. Qui a besoin, par exemple, de nylon régénéré? Peut-être que, par exemple, DIM a besoin de nylon régénéré pour faire des collants. Et bien, ce nylon, on va peut-être le trouver dans une moquette en nylon qu'on va demander à une chaîne de transformation d'aller déposer, donc collecter, transporter, massifier, dépolymériser par une transformation chimique pour régénérer le nylon, pour faire du collant, pour faire du filet de pêche, pourquoi pas refaire de la moquette. C'est ce que fait d'ailleurs Tarkett, qui est un fabricant de moquette. Oui. Donc, il y a des potentiels énormes à condition qu'on ait à la fois l'éco-conception et le resource management et qu'on ait l'information, d'où ce besoin d'avoir des données, d'avoir du BIM, du MyEpsiclia et de l'intelligence. C'est là où l'IA, du coup, peut trouver toute sa justification. Oui, il y a Alain qui fait une remarque qui dit que les méthodes de projet en éco-conception ne suivent pas tout le modèle architecture. Il y a toute une remise en cause, oui, absolument. On a besoin de passer d'un modèle assez bricolé, si je puis dire, à un modèle plus industriel. Il y a des gens qui ont réussi ce passage-là, c'est les gens de l'aéronautique, les gens de l'automobile. Donc c'est possible aussi dans le bâtiment comme dans le décor. 100% d'accord. Voilà, s'il n'y a pas de questions, je vais peut-être passer la main à Cyril et Jean. Si vous voulez rajouter quelque chose, vous êtes les bienvenus. Non, merci Eric. Moi, je pense qu'il n'y a pas de points supplémentaires à ajouter. C'est une démarche qui va quand même prendre du temps, même s'il y a une accélération forte du marché, une prise de conscience. Donc, voilà. On est là pour accompagner aussi, nous, avec nos expertises, le marché. Et effectivement, les banques de matériaux, l'analyse, de la conception jusqu'à la maintenance, c'est vraiment des réflexions qu'il faut avoir dès le départ. Alors, ça me permet de rebondir sur ce que je viens de dire parce que c'est très intéressant ce que tu viens de dire. J'aimerais porter cette information, cette expérience-là que l'on a auprès
là, de nos auditeurs, c'est qu'on a vu dans les... Alors, est-ce que c'est lié à la crise du Covid? Je ne sais pas. En tout cas, il y a une énorme accélération qui nous a surpris dans les 3-4 derniers mois. Ça se bouscule aujourd'hui au portillon pour pouvoir voilà, être plus vertueux, et pas uniquement pour des raisons de business, de différenciation. On a plein de gens, des gros promoteurs qui viennent nous dire, en fait, on veut signer des contrats cadres parce qu'on n'a plus le choix maintenant, et ce que vous faites, ça nous intéresse et on n'a plus le choix. Ils disent, et c'est pas le premier, j'ai entendu plusieurs fois qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix parce qu'ils voilà, ils ont besoin de montrer davantage d'excellence environnementale parce qu'il y a eu une vague verte en France, parce que c'est le sens de l'histoire, et aussi parce qu'ils veulent se différencier. Mais on sent aussi des gens qui sont voilà, qui sont plus, dont les valeurs ont évolué dans le sens. Et je trouve que c'est très encourageant, et que les pionniers qu'ont été WISCAD avec le BIM, nous avec l'économie circulaire, aujourd'hui sont en train de toucher pas mal de personnes, notamment dans le monde du bâtiment. Avant, quand on allait voir un promoteur, il dit, vous savez, moi, je fais ce que le client de l'investisseur me demande de faire. Maintenant, il est proactif. Ouais. Et il se dit de manière extrêmement claire. Donc, c'est intéressant de voir cette évolution du marché. Il y a une prise de conscience, effectivement, très claire, et quasiment une obligation, effectivement, d'avoir ce genre de réflexion. Et c'est très intéressant. Ça va permettre d'être bénéfique pour tout le monde. Merci encore, Eric, de l'invitation. Très bien, ben merci à toi, merci à Jean, merci à vous toutes et tous. Donc, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Ça sera vraiment le complément, on va dire, l'autre face de la pièce du Smart Building circulaire. Donc, vous serez les bienvenus. Passez une très très belle journée et portez-vous bien. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.